Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va changer d'environnement. On s'en va visiter une exploitation agricole de polyculture élevage à côté de Rambouillet dans les Yvelines. J'avais envie de vous faire découvrir cette ferme parce qu'on est un peu dans une ferme 2.0. Pourquoi? Parce que hormis le fait d'avoir ces 500 chèvres et 150 vaches laitières, on a une exploitation qui s'autogère au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation. Vous verrez, il y a un méthaniseur, il y a quand même quelques hectares où ils produisent pas mal de céréales et de foin, en sachant qu'ils sont en système non labour sous culture depuis 2008 je crois. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils transforment complètement le lait. En gros, ils ont une usine de production qui transforme qui crée le fromage, qui l'affine et ils le vendent par eux-mêmes. Donc vraiment quelque chose à découvrir. Vous verrez les méthaniseurs, la façon de travailler, tout est digitalisé au niveau du suivi des animaux. Donc là on est sur la route direction cette exploitation. Et n'oubliez pas, la dernière fois je vous avais dit qu'on pouvait s'abonner sur ma chaîne en bas à gauche, en fait c'est en bas à droite pour vous. Donc si vous voulez suivre toutes les 2 semaines mes vidéos, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Donc nous on continue la route, direction la ferme de la Tremblay. Alors nous voilà arrivés à la ferme de la Tremblay, donc près de Rambouillet dans les Yvelines. Alors je vous présente Baptiste qui est le chef d'exploitation de cette jolie ferme. Explique-nous un petit peu ton exploitation, son environnement et ce qu'elle produit. Voilà, donc c'est une ferme laitière, fromagère et de productrice d'énergie renouvelable qui est située au sud-ouest des Yvelines. Et donc ici on élève des vaches laitières, des chèvres laitières qui sont nourries avec les fourrages, les terres de la ferme de la Tremblay et celles de ses voisins. Donc on élève 150 vaches laitières que vous voyez ici. Donc ça c'est en race Alors on a plusieurs races, on a de la Früh-Holstein et de plus en plus on a des Jersiaises, on a une 60aine de Jersiaises aujourd'hui. Donc c'est le lait est différent, non? Alors voilà, exactement, c'est la race par excellence qui est adaptée au système de pâturage et au système de transformation. Donc on a un lait beaucoup plus riche, beaucoup plus qualitatif avec beaucoup de matière grasse, matière protéique et c'est une toute petite vache marron. On élève aussi 350 chèvres à la ferme, donc c'est des chèvres de race alpine principalement, qui sont élevées pour leur lait et donc pour faire du fromage, parce que tout le lait qu'on produit à la ferme, on fait des fromages fermiers avec. Donc on transforme notre lait en fromage à la ferme de la Tremblay et nos fromages sont vendus un petit peu partout en France, un petit peu partout à travers le monde et c'est des fromages qui s'affinent en partie à la ferme de la Tremblay et chez nos crémiers et nos clients finaux. Alors ça Julien, ça sent la dégustation. Dis-moi un peu, donc tu nous as parlé de la partie élevage, parle-moi un petit peu du système d'exploitation, parce que vous avez quand même pas mal de terre, tu en as une partie en prairie, tu nous parleras tout à l'heure de la méthanisation aussi, parce que toi tu transformes tout en fait. Exactement. Tout est produit ici en fait. En fait, nous ce qu'on cherche c'est de recycler tout, de revaloriser tout ce qu'on pouvait considérer comme déchets avant, c'est des nouveaux produits. On limite les pertes à la ferme de la Tremblay. Donc toutes les terres en fait qu'on cultive ici, chez nous ou avec nos voisins, ça sert à alimenter nos troupeaux. Voilà, on utilise les matières qu'on produit, donc les fourrages, les céréales pour notre troupeau. Au niveau des céréales, j'avais vu que tu étais en non-labour depuis 2008, c'est ça? Voilà, depuis 2008, on a arrêté la charrue. Donc ça a été un travail simplifié pendant plusieurs années, jusqu'à atteindre le semi-direct. Puis ensuite le semi-direct sous culture, sous couvert végétal permanent. Voilà. Et donc on se lance des nouveaux défis aujourd'hui, puisqu'on est en conversion agriculture biologique depuis mai 2018. Donc l'objectif c'est ce qu'on appelle l'ABC, c'est de faire de l'agriculture de conservation, mais c'est de l'agriculture biologique de conservation, l'ABC. Alors j'ai vu que tes vaches, elles étaient en enclos sur des toutes petites parcelles. On n'est pas dans des grands enclos. En plus, on a pas mal de pommiers un peu à droite à gauche. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis tout ça en place? Alors voilà, c'est complètement des nouvelles méthodes de pâturage. C'est ce qu'on appelle donc le pâturage tournant dynamique pour rapporter de la prairie et de la pâture à nos vaches laitières, mais aussi maximiser la pousse de l'herbe et la qualité d'herbe. Donc en fait, on a dans notre parcelle 14 paddocks de 1 hectare chacun. Et l'objectif, c'est que les vaches restent 2 jours maximum par parcelle pour optimiser la repousse de l'herbe, en sachant que ça repousse en 25 jours. Donc les vaches reviennent au bout de 25 jours sur la parcelle pour avoir de l'herbe fraîche, qualitative, au bon stade de production et optimiser la pousse de l'herbe.
Alors tes pommiers, je vois que tu leur donnes un prénom à chacun. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle nous l'agroforesterie. On replante des pommiers ou des arbres entre nos parcelles, entre nos vaches, entre nos parcelles. Donc c'est pas vraiment nous qui les avons plantés, c'est les habitants du village de la Boissière-École et d'autres habitants voisins qui sont venus planter leurs pommiers sur les parcelles de la ferme de la Tremblay. Donc c'est un geste pour l'environnement, pour retrouver de la biodiversité, mais aussi pour faire de l'ombre pour nos vaches et puis bien sûr manger des pommes à l'avenir. Donc chacun a marqué son petit nom. Donc ici c'est Emeline qui a planté son pommier et on voit qu'il est en train de fleurir et on est en train de changer le paysage de la Boissière-École. Donc là vous avez Éclair, en fait c'est la plus vieille vache du troupeau, mais c'est aussi la mascotte du troupeau. C'est elle qui guide toutes les autres vaches dans les parcelles et puis c'est la chouchoute du troupeau, donc elle a ses câlins permanents et voilà, elle est tranquille à la pâture comme on dit. Alors j'ai vu que tes vaches étaient équipées de podomètres. Alors voilà, c'est des podomètres, c'est des petits bracelets qu'elles ont aux pattes et ça nous permet de suivre le nombre de pas qu'elle fait dans la journée, le nombre de temps qu'elle est restée couchée, le nombre de temps qu'elle est restée debout. Et c'est plein d'indicateurs comme ça qui sont intéressants pour nous pour savoir si un animal est en bonne santé ou pas. Mais on peut aussi savoir combien de lait elle a produit, quelle était la qualité de son lait en matière grasse, en matière protéique et plein d'informations essentielles pour la meilleure santé de nos animaux. Donc Baptiste, tu nous as emmené dans ton méthaniseur, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Donc on est sur un méthaniseur agricole qui est là pour transformer, valoriser les fumiers, les lisiers et puis chez nous le lactosérum, le petit lait de la fabrication et quelques couverts végétaux. Notre objectif c'est de transformer notre fumier en gaz, en biométhane en fait, et on utilise ce biométhane pour produire de l'électricité, de la chaleur. Et donc le résidu de cette décomposition, c'est comme un compost liquide, on l'épand sur nos parcelles. C'est un engrais, un amendement organique en fait naturel. Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait c'est ton digesta quoi. C'est mon digesta exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte en azote, peut-être en PK Voilà, donc en fait c'est un produit assez riche qui est proche d'un fumier en termes de valeur. Donc on est autour de 4 unités d'azote. Au mètre cube. Au mètre cube, c'est ça. 3 en phosphore et puis 4,5 à 5 en potasse. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une forme beaucoup plus minérale, donc on peut les pendre sur culture en place, donc avec des moyens d'épandage particuliers. Et j'ai vu que tu avais tes épandeurs, tu fais ça avec quoi? Alors en fait, on a soit une tonne à digesta avec un pendillard 24 mètres qui permet d'apporter au plus près de la culture, ou aussi un épandage 100 tonnes, donc avec un cordon directement relié au méthaniseur. Donc on a un pendillard de 12 mètres attelé sur un tracteur qui épand directement sur culture. Donc là c'est en prestation. Okay. Alors si je comprends, en fait tu es complètement autonome avec la production d'énergie? Voilà, et en fait c'est ça, la ferme de la Tremblay, on cherche à maximiser notre autonomie et puis à avoir un bilan carbone qui soit optimal. Et donc la méthanisation nous permet ça, parce qu'on rejette beaucoup moins de gaz à effet de serre que si on n'avait pas de méthanisation. On produit de la chaleur qui nous sert à chauffer notre fromagerie, les logements, les bureaux pour le personnel. On produit de l'électricité, donc c'est un équivalent de 250 kWh. Et en fait, l'électricité qui est vendue, elle est revendue à EDF, sur le réseau EDF. Et la consommation d'électricité du village de la Boissière-École, c'est 700 habitations, est couverte en équivalent par la production de biogaz de la ferme de la Tremblay. Ah ouais, c'est assez important en production quand même. Et donc on a de la forêt aussi à la ferme de la Tremblay. Et on utilise le bois de notre forêt et celle de la forêt de Rambouillet pour produire du bois copeaux en plaquettes. Et on a une chaudière bois depuis 2006. Et on produit de la chaleur, de l'eau chaude pour chauffer en complément la fromagerie, les logements et d'autres bureaux et des entreprises extérieures. Donc on produit plus d'énergie que ce qu'on a besoin à la ferme de la Tremblay. On appelle ça une ferme en énergie positive qui produit plus que ce qu'elle consomme. Alors là Baptiste, je vois ton digesta, donc tu m'expliquais mélange de fumier, lisier, enfin t'as un peu tout. Dans un milieu, je suppose, anaérobie pour avoir de la fermentation. Sans oxygène, c'est ça. Je vois qu'il y a plein de bulles en surface. Donc ça gaze. Ça gaze. Ça gaze, c'est du biométhane en fait. C'est du méthane, donc c'est un gaz à effet de serre en fait. Et nous, au lieu de le rejeter dans l'atmosphère, on le récupère. Donc on le récupère par un processus de fermentation. Ouais. C'est comme un compostage mais en milieu liquide. On chauffe le digesta à 40-42 degrés
et grâce à plein de bactéries et de champignons, on décompose les fibres. Tu réapportes tous les jours des champignons. Voilà. Non, ça se fait tout seul parce que naturellement il y en a dans les fumiers, etc. Donc ça c'est complètement naturel. Sauf la chaleur que tu produis, que tu utilises quand même aussi voilà, pour monter en température. Voilà, j'ai une partie de la chaleur que je produis que je réutilise. Alors explique-moi aussi une chose, c'est ton digesta, comment tu le récupères en fait? Alors mon digesta il passe d'un bassin, alors j'ai 3 bassins au total, j'ai ce qu'on appelle un premier digesteur, c'est un premier gros estomac qui lui va faire la dégradation des plus grosses fibres en fait. Ensuite ça va dans un deuxième estomac, le deuxième digesteur, qui lui va continuer à décomposer, à dégrader les petites fibres, etc. pour continuer à produire du gaz en continu. Et une fois que tout ce processus de fermentation est terminé, il va dans un bassin de stockage où on continue à récupérer du biométhane et c'est là qu'on pompe le digesta pour qu'il soit épandu dans ce stockage. Alors quand tu le récupères, tu vas tout de suite l'épandre ou tu as une autre cuve spécifique en attente? Non, au maximum j'évite qu'il soit à l'air libre. Voilà, il faut que dès qu'il a fini de se fermenter, il est dans un bassin fermé, hermétique, je le pompe et je l'épande directement dans mes champs en ayant le moins de contact possible avec l'oxygène et l'atmosphère. Alors explique-moi une chose, parce que moi par exemple dans mes champs, je vais pas épandre mon engrais toute l'année. Tu gardes un stock important l'hiver, comment ça se passe? Voilà, alors on respecte aussi les directives nitrates, donc les périodes d'épandage. Et donc pendant l'hiver, j'ai pas de possibilité d'épandre pour garder l'azote où il est le mieux. Et dès que j'ai les beaux jours qui arrivent et la portance des sols, pour respecter aussi mon sol, j'épande sur mes cultures ou entre deux cultures pour qu'on redonne de la vie au sol et du dynamisme à la plante. Ouais, un truc que j'aimerais bien voir, c'est que, donc j'ai bien compris, on a nos 3 cuves. Premier digesta, enfin première fermentation, seconde fermentation, stockage, voilà. Où est-ce qu'elle est l'électricité là? Alors l'électricité en fait elle est produite sur un caisson que l'on voit juste derrière. C'est un caisson, on n'entend rien en fait. Pourtant il y a un moteur de bateau qui fonctionne à l'intérieur, mais on n'entend rien du tout. Donc c'est des caissons hermétiques. Et le moteur entraîne une génératrice et c'est cette génératrice qui produit de l'électricité pour EDF et donc pour les habitations du village de La Boissière. Alors je suis assez étonné parce qu'au départ je disais que ça sentait mais c'était le fumier et là on est au milieu de tout ça et il y a une petite odeur mais c'est quasi rien quoi. C'est quasi rien en fait. Le digesta lui c'est comme un compost, donc avec une bonne fermentation, une bonne décomposition des matières organiques en fait on n'a plus d'odeur. Le digesta c'est un produit liquide qui a une couleur assez foncée, mais par contre on n'a plus d'odeur comme un fumier, comme un lisier. On a un produit qui peut s'épandre même n'importe quand sur les parcelles sans avoir d'odeur, sans avoir de dérangement pour les habitants voisins. C'est les racines et des ailes. Là en fait vous avez un caisson derrière, c'est le caisson où il y a le moteur qui est là en fait pour transformer le biométhane en énergie, donc en électricité et en chaleur. Et donc ce caisson est complètement hermétique, là à l'intérieur il y a un moteur de bateau, on n'a pas de bruit et on a toutes les sécurités nécessaires en cas de pépin, ce qui n'arrive jamais. Et donc si on ouvre à l'intérieur, on n'entend rien du tout en fait. Et si on ouvre, on a vraiment le moteur de bateau qui fait du bruit et donc on est là pour respecter le son et les nuisances qu'il peut y avoir dans le village. Moteur MAN. Il marche à tout petit régime. Alors nous voici dans la chèvrerie, vous l'aurez compris évidemment. On est passé du méthaniseur à la chèvrerie, on ira voir les vaches tout à l'heure. Je crois qu'elle doit être en traite bientôt. Ça va être l'heure de la traite, exactement. Eh ben, c'est nickel. Donc là, toutes tes chèvres sont ici, c'est ça, ou ailleurs? Explique-moi un peu. Alors toutes les chèvres sont ici, on a les chèvres en production qui sont ici pour le moment, qui vont passer à la traite d'ici une demi-heure là aussi. On a des chevreaux qui sont en train d'être nourris en ce moment justement, qui sont nés au mois de février cette année.
Et puis on a quelques chevrettes qui sont en élevage dans un petit bâtiment à côté. Voilà. On va sur le côté Salle de traite. Salle de traite. Donc plutôt roto de traite qu'on va aller voir. Et donc elles font leur petit tour de manège 2 fois par jour. Allez, on y va. Alors là, on est sur le roto de traite. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand la chèvre arrive? Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une salle de traite pour chèvres. Bon, là, c'est sous forme de roto, celle-ci. Donc les chèvres arrivent par ici. Elles ont une place une par une en individuel. Le trayeur, lui, se positionne à cet endroit-là. Et donc il a la vue sur les chèvres qui rentrent et les chèvres qui sortent. Je vois que tu as un écran aussi là, c'est pour... Alors voilà, en fait le trayeur lui, il a 2 choses à regarder en même temps. Il doit, les chèvres qui sont ici, donc il doit les traire. Une fois qu'elle est branchée pour être traite, en fait la chèvre fait son tour de manège et elle ressort de l'autre côté. Et l'éleveur a une caméra avec un écran en face et il peut voir si la chèvre a bien été traite ou non. Et donc décider si la chèvre doit faire un deuxième tour de manège ou retourner dans son lot avec les autres chèvres. Donc là vous avez l'alimentation de nos chèvres qui est distribuée une fois par jour et donc c'est principalement des fourrages et des céréales qui sont produites soit à la ferme de la Tremblay, soit au niveau local à moins de 5 km grâce à nos voisins céréaliers qui produisent de l'épeautre, de l'avoine, du maïs, de la luzerne, plein d'aliments. On cherche la qualité, donc on a un cahier des charges assez strict sur l'alimentation de nos chèvres pour produire un lait riche, de qualité, pour faire du fromage fermier bien sûr. On peut se rendre compte dans cette exploitation, c'est le bien-être animal qui est valorisé à fond et c'est important aujourd'hui d'avoir des animaux en bonne santé. Ne serait-ce que déjà c'est des animaux, donc respect de l'animal, mais aussi je dirais du lait en fait, parce que tout ce que va manger, que ce soit la chèvre, que ce soit la vache, va se retransformer, on va le ressentir dans le lait, donc j'ai hâte d'avoir une dégustation de produits parce que vu ce qui est fait en termes d'alimentation et de bien-être animal, je pense que ça devrait pas être mauvais le produit transformé derrière. Alors, c'est quoi ce petit aspirateur à aller là? Alors, c'est ce qu'on appelle un taxilé en fait. C'est un super outil qui est là pour le bien-être des animaux, des veaux qu'on vient de voir juste avant, mais aussi des éleveurs. Parce que c'est une machine électrique qui est capable de rouler de manière autonome avec un éleveur. On a du lait à l'intérieur, voilà, du lait de nos vaches principalement. Et donc, ce lait-là, nous on le chauffe. Il est donné à 40 degrés parce que c'est la température idéale pour les veaux. Et on a un petit outil qui nous permet de distribuer le lait à chaque veau dans sa gamelle, dans son bol en fait. Et donc on le distribue à la bonne quantité, à la bonne température, en facilitant le travail de l'éleveur qui n'a pas à porter les seaux et donc tout le poids qui va avec. Alors là on tombe en pleine traite, donc c'est intéressant, on va essayer de parler pas trop fort pour pas effrayer les vaches. Donc on va descendre les marches. Alors là Baptiste, on est en pleine traite. Voilà, 2 traites par jour, c'est ça? 2 traites par jour, c'est ça, le matin et le soir. Ok, donc vas-y explique-moi un petit peu là. Pour expliquer, donc c'est une salle de traite 2 x 8, donc il y a 16 vaches au total dans la salle de traite. C'est une technologie israélienne en fait, vous avez vu tout à l'heure les petits podomètres, les bracelets qu'il y avait sur les vaches. Chaque vache est identifiée, donc il y a son numéro ici. Voilà. Donc indirectement il y a un nom qui est donné derrière chaque animal. Et on a toutes les informations qui sont remontées sur un ordinateur centralisé. Donc on connaît la quantité de lait qu'a fait la vache, la matière grasse, la matière protéique et toutes les autres informations que j'ai dit tout à l'heure. Pour les maladies ça peut être important, aussi une vache qui va pas très bien, on le voit à l'avance et en fait c'est même un avantage parce qu'on peut anticiper les potentielles maladies qu'il peut y avoir pour une vache qui est en bonne santé. On sait à l'avance si elle va être malade ou non par rapport à toutes les informations. Donc éviter les antibiotiques et utiliser des traitements alternatifs, en fait aux antibiotiques à l'avance, avant que l'animal soit malade. Et donc tu as une centrale à côté justement avec un ordinateur pour gérer tout ça? Voilà, j'ai un ordinateur, un logiciel
sur cet ordinateur et qui nous sort des rapports journaliers, même 2 fois par jour, et donc c'est toutes ces informations continues. Donc là en fait on voit le lait qui est en train de couler dans ce qu'on appelle la griffe de traite, et il faut savoir que c'est pas la machine qui pompe et qui arrache le lait à la vache, c'est complètement l'inverse, c'est la vache qui va naturellement libérer son lait, donner son lait dans la griffe de traite. C'est plusieurs stimuli, et notamment le bruit de la salle de traite, différents touchés par l'éleveur, et des horaires de traite aussi qui permettent à l'animal de libérer son lait. Et la vache en fait elle va le produire en continu pendant la traite. C'est les cellules qui sont dans la mamelle qui vont produire le lait, et pas la vache qui va stocker son lait pendant toute la journée comme on peut l'imaginer, le supposer. Alors donc en fait tout arrive en centrale sur ton ordi là? Voilà, donc c'est sur notre logiciel centralisé, donc j'ai toutes les informations de mon élevage, de mon troupeau de vaches qui sont centralisés sur cet ordinateur. Et donc comme on peut le voir, j'ai des rapports journaliers, des graphiques qui sont faits, des rapports sur la santé de mon troupeau, de mes animaux, sur la fertilité, sur l'alimentation, sur le bien-être de mes animaux. Et toutes ces informations sont vraiment très utiles à nos éleveurs pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour la production de nos animaux, pour le bien-être de nos vaches, et bien sûr faciliter la vie et le quotidien de l'élevage et rendre le métier d'éleveur passionnant, technique et intéressant pour... Non mais c'est intéressant parce qu'on pense toujours que l'agriculture est assez arriérée, hein, qu'elle soit dans les céréales, l'élevage ou autre. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a tout un tas de logiciels mais aussi de techniques qui font que l'agriculture est vachement concentrée sur la technologie, que ce soit pour le bien-être des animaux mais aussi pour une gestion plus environnementale pour les cultures. Exactement. Alors je vois qu'il y a la brosse, on parlait de bien-être. La brosse, elle doit être QAQ pour se faire un petit coup de massage. Ça, elle est vraiment utilisée, il y a presque la queue, c'est exactement ça. Au niveau de tes logettes, explique-moi là, parce que je vois que tu as une couche de caoutchouc dessus, elles sont sur matelas en plus d'être sur la paille. Alors c'est ça, on met de la paille bien sûr, pour leur bien-être, pour l'absorption, etc. Et elles ont des matelas de 8 cm d'épaisseur, c'est un caoutchouc mou, donc c'est vraiment un matelas. Et donc c'est pour le bien-être, pour le confort, pour avoir un couchage en fait qui soit digne d'une pâture. On arrive dans la zone de matériel agricole. Explique-nous un petit peu ce que tu as. Là, je vois que tu as une mélangeuse, tu as un épandeur. Explique-nous un petit peu tout le matos que tu as là. C'est surtout en fait du matériel d'élevage qu'on a ici, un petit peu pour nos cultures, mais ça reste limité. En matériel d'élevage, on a ce qu'on peut ressembler à une bétonnière en fait. C'est une mélangeuse qui vient d'Italie, c'est assez rare, c'est une Bravo Rotomix et qui a la particularité en fait d'être une chargeuse automotrice et qui a la possibilité de séparer le hachage et le broyage des fourrages du mélange. Donc on peut mélanger autant de temps qu'on veut, notre mélange sera toujours homogène et donc la distribution et le chargement se fait également de manière autonome, donc c'est un super outil. T'as combien de tracteurs? On a 2 tracteurs aujourd'hui, 2 tracteurs, un de 125 chevaux, l'autre de 155 chevaux, ouais. Qui nous servent pour le quotidien, pour le paillage, comme on voit la pailleuse ici, pour transférer du lisier, pour un petit peu travailler dans les champs ou faire du semi-direct, parce que c'est ce qu'on fait ici à la ferme de la Tremblay. Alors donc tu as ton épandeur, j'ai vu que tu avais aussi une pailleuse ici, tu as quelques bennes à mon avis c'est pour le fumier. Exactement, c'est pour transférer le fumier vers la méthanisation, donc c'est des remorques littorales qui fonctionnent presque 52 semaines par an. L'épandeur on le partage, c'est à des voisins qui nous le prêtent, donc aussi il y a beaucoup d'entraide entre agriculteurs dans le secteur et ça c'est très important. Donc tout ce qui est fauche, etc., en fait, externalise avec des agriculteurs d'à côté. Voilà, exactement. On travaille vraiment entre nous sur le territoire, entre agriculteurs. Il y en a qui produisent des fourrages, des céréales pour nous, qui ont du matériel et on s'échange. Et indirectement, on a du digesta, on a du fumier et on trouve tous notre intérêt commun. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Alors explique-nous, bon évidemment on n'a pas tout, mais alors ça va être du persillé, c'est ça? C'est ça, donc ça c'est un bleu de chèvre, on appelle ça le bleu de la Boissière. C'est des fromages assez uniques, hein, d'avoir des bleus de chèvre, c'est très rare, on en trouve très peu dans le monde. Et puis on a là aussi une innovation, c'est un fromage qui a été créé à la ferme de la Tremblay, un des tout premiers, le Saint-Jacques, avec notre logo en fait d'agroécologie ici. C'est un peu notre... C'est de la vache. C'est de la vache, c'est ça, c'est un fromage de vache à la sauge et on est le seul fromage en France à utiliser de la sauge. Voilà. On y va? On y va.
le fromage de vache, donc le Saint-Jacques à la sauge, qui est le fromage vraiment historique de la ferme de la Tremblay. Il a fini depuis combien de temps celui-ci? Alors celui-ci, ça doit faire environ 35 jours après la traite des vaches qu'il a été fabriqué donc. Et il peut encore avoir 30 à 40 jours d'affinage sans problème. Donc c'est des fromages qui durent dans le temps pour une seule et bonne raison, c'est qu'on fabrique nos fromages quelques heures après la traite seulement. Donc on travaille que avec du lait jeune et c'est ce qui fait qu'on a des fromages avec du goût et qui se gardent longtemps. Donc, on y va. Bonne dégustation. Ah, c'est pas mauvais. Alors moi je suis un amateur de fromage. Je mange quasi pas de dessert, je suis pas sucré. Alors, quand je tape dans le fromage, on sent la sauge. Mais ça couvre pas le goût du fromage de vache. Toujours des équilibres, on cherche à avoir des équilibres et c'est ce qu'on va voir après sur notre bleu de chèvre, le bleu de la Boissière. C'est trouver un équilibre entre le bleu qui en général est assez puissant et le goût de chèvre parce que c'est ce qu'on cherche et c'est toute la particularité de ce fromage. Mais en fait je vais prendre la part de Julien. Voilà. Hop. Julien. Eh ben non. Allez, goûte-moi ça. Bon alors Julien, dégustation, ce fromage de vache? J'approuve. Tu approuves? Ouais. On a bien fait de venir cet après-midi. Hein. On arrive sur le persillé de chèvre, le bleu de la Boissière. Eh ben écoute Julien, je vais te redonner la caméra. Merci. Oh, ça sent chèvre, c'est impressionnant. Voilà, et donc là en fait, toujours pareil, on a des fromages qui ont du goût bien sûr parce que c'est ce qu'on cherche, mais on veut toujours retrouver un équilibre entre le goût de chèvre et le goût de bleu, et c'est vraiment notre particularité ici. Alors moi le chèvre c'est quelque chose que j'adore, parce que dans ma famille, mon cousin est producteur de fromage de chèvre au Valençay. Il travaille énormément son terroir. Ce que mangent les chèvres, il a un goût vraiment, enfin moi je trouve extraordinaire. Et là je sens complètement autre chose. Peut-être parce que c'est persillé, parce que la nourriture est différente. Mais c'est vraiment bon. J'ai jamais goûté un persillé de chèvre. J'espère que la visite de la ferme de la Tremblay t'a plu. Donc dans cette ferme complète, systémique, qui englobe le bien-être des sols avec la conversion en agriculture biologique, mais avec de l'agriculture de conservation, le bien-être des animaux avec tout l'élevage qu'on a vu de nos vaches, de nos chèvres, la transformation de nos fromages qu'on vient de déguster et qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, mais aussi chez nos fromagers, chez nos crémiers et bien sûr en local. Alors si on veut du fromage de la ferme de la Tremblay, on fait comment? Eh bien, on vient en acheter directement à la Boissière École dans l'épicerie du village parce qu'on travaille avec nos partenaires. Mais sinon, vous pouvez en trouver chez votre fromager crémier à proximité de chez vous ou dans certaines grandes distributions au niveau local. Donc que Île-de-France et après le fromage on le trouve partout dans les grandes villes à travers le monde, sur les meilleures tables et chez les meilleures boutique des crémiers. Quel vendeur ce Baptiste. Écoute, moi je te remercie. On a passé une super après-midi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu du contexte de l'exploitation agricole. Si ça vous botte, eh ben, j'essaierai de faire de plus en plus de vidéos à l'extérieur pour essayer de faire découvrir autre chose que ce que je peux faire moi sur l'exploitation. Le genre d'exploitation agricole que tu peux avoir est quand même vachement intéressante en termes d'innovation. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne vidéo de Product Center. Et nous on redéguste. Allez. Assez diversifié, en fait on a 130 hectares de culture et toutes les cultures servent à nourrir nos troupes. Donc on élève des vaches laitières comme vous voyez derrière, on a également des chèvres laitières. Ça va être compliqué là non avec 350 Attends chèvres. parce que je peux... C'est prêt? Ouais, très bien. Bon, c'est bon là. Oh, on a vu qu'elle était là hein. On dit. Un bisou Juju. On a plein d'informations comme ça sur l'animal, ça nous permet de suivre son état de santé et tous les meilleures informations pour que...
Ça sent la menthe. C'est pour nettoyer le puits, le désinfecter avant de mettre la greffeuse. Bon, écoute, tu sais rallier, hein. J'essaie de faire des efforts pour C'est la fraîcheur de traite, voilà.